là à là? Ouais. Alors, je fais la dérivée covariante. Ça, vous êtes d'accord que c'est ça? Donc, je fais la dérivée covariante de ce produit. Donc, j'applique Leibniz. Je fais ça appliqué à lui fois ça. Donc, ça appliqué à lui, c'est juste c'est d sur dxj de ce truc-là, fois lui, donc. D'accord? Plus lui, donc lui, fois la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, c'est un gamma LJ. Voilà. C'est bon? Yes. J'ai une petite question, c'est ce que vous avez dit à la fin. Avant, comme je sais que la connexion c'est relié à la métrique, et bah à chaque fois je reliais la notion de connexion à la notion de métrique. Sauf que ce que vous avez dit à la fin, c'est que la connexion c'est lié à la notion de transport parallèle et la métrique à la notion de distance. Du coup, c'est des choses qui sont décorrélées et que après on veut faire coïncider. Voilà, on peut décider de prendre la connexion qui rend les géodésiques, au sens de chemin le plus court, droite. On peut faire d'autres choix de connexion. On peut faire d'autres choix de connexion. C'est pas très intéressant, mais on peut faire, oui. On peut définir la connexion qu'on veut sur une variété. Et si on la définit de façon indépendante de la métrique, alors il n'y a aucune raison que la ligne droite soit la plus courte. Si vous avez une notion de distance qui n'a rien à voir avec la notion de parallélisme, bah, en général, ça ne sera pas le cas. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il existe un choix particulier de connexion associé à une métrique. En fait, c'est ce qu'on appelle la connexion de Levi-Civita. Si vous dites, voilà, j'ai une métrique, il existe une et une seule, enfin il en existe une et elle est seule, il existe une unique connexion sans torsion, telle que elle soit compatible, c'est-à-dire les lignes droites sont les lignes les stationnaires, les lignes de longueur stationnaire. Ce qui est remarquable. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on a discuté dans le tout premier cours en disant c'est quoi une ligne droite, les deux choses sont sorties. C'est on va tout droit, c'est on ne tourne pas, on ne change pas de direction. Donc ça c'est dérivée covariante nulle, la dérivée du vecteur est nulle. Et puis chemin le plus court. Ces deux notions pour nous c'est la même chose parce que en fait on travaille implicitement avec, c'est-à-dire notre intuition nous donne une connexion qui est liée à la distance directement. Mais ce n'est pas nécessaire, mais évidemment, c'est la bonne chose à faire. En tout cas, c'est ce qu'on fait en relativité générale. Ok, d'accord. Voilà. Ah oui, oui, allez-y. Ben, voilà. Merci. J'avais deux questions. Ouais. C'était juste la notion de ligne droite. En fait, le transport parallèle, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire quoi être transporté parallèlement? Parce qu'avant, j'avais envie de dire j'ai un vecteur, j'ai une notion d'angle local. Sauf que là, on a vu que si on transporte parallèlement, et ben, au final... On n'arrive pas au même endroit. Ouais, on n'arrive pas au même vecteur. Oui, oui. Donc c'est pour ça que vraiment la définition du transport parallèle, enfin, on dit qu'un champ de vecteur, pour être précis, un champ de vecteur, donc il faut imaginer un champ partout, enfin un champ de vecteur, on dit qu'un champ de vecteur est parallèlement transporté le long d'une courbe si nabla v gamma, donc pour la courbe gamma, la vitesse du champ de vecteur vaut 0. C'est-à-dire que, effectivement, en chaque point, la dérivée covariante du champ de vecteur est nulle. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour dire le champ, enfin le vecteur juste après est le même que juste avant. Sa dérivée dans la direction du champ de la courbe est nulle. Mais du coup, ça vient d'où? Parce que du coup, ok, on a cette condition-là, mais d'où elle vient? Enfin, pourquoi on définit ça? Bah, vous voulez dire... Ouais, comment on relie cette notion de transporter parallèlement à l'équation qui... Bah, c'est la définition du transport parallèle, c'est-à-dire... Il faut bien voir qu'au départ, vous n'avez pas de notion de vecteur parallèle. C'est-à-dire un vecteur ici et un vecteur là... Deux vecteurs différents, et on ne peut pas les comparer. Ça n'a aucun sens de dire qu'ils sont parallèles. Si vous avez une connexion, alors vous avez une notion de dérivation du champ de vecteur. Donc vous prenez un champ de vecteur, enfin, disons, prenez un champ de vecteur quelconque, voilà, comme ça, un champ de vecteur lisse,
Et la connexion nous donne une notion de dérivée de ce champ de vecteurs. Si vous êtes ici et que vous regardez par là, vous pouvez dire de combien, enfin à quel taux ce vecteur-là, enfin le champ de vecteurs varie quand je vais dans cette direction-là. En fait, il n'y a pas préalablement une notion une notion qui permet de comparer des vecteurs en deux points. On peut pas le faire, puisque même si on transporte parallèlement sur une ligne et suivant le chemin suivi, ce sera pas le même. Donc, on peut pas comparer un vecteur ici et un vecteur là. On peut pas. Par contre, on peut, c'est la connexion, on peut introduire une structure qui s'appelle la connexion, qui permet de dire à quel taux, à quel rythme le champ de vecteurs se modifie en un point. Quand on va par là, le champ de vecteurs il est en train d'augmenter comme ça. Quand je vais par là, il est en train d'augmenter autrement. Donc on a défini ça. Ou si vous voulez, sur des bases coordonnées, on a défini D sur DXI, D sur DYI. Ok, c'est le taux de variation D sur DXJ, pardon. Okay, ouais, c'est le taux de variation du champ de vecteurs en un point donné, dans une direction donnée. Donc ce truc-là, on l'a fabriqué à la main. C'est pour ça qu'il faut introduire les coefficients de connexion. Il n'y a pas d'autre moyen. On est obligé de les introduire, parce que sinon, on ne peut même pas parler... Enfin, on a introduit la structure différentielle sur le fibré tangent, donc on peut dire ce que c'est qu'un champ de vecteurs lisse. OK, mais qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il soit lisse si on ne sait pas le dériver? Alors, mais n'empêche que dans la variété, à ce stade-là, il n'y a rien qui permette de donner un sens, dire que le champ de vecteurs, quand je vais par là, il augmente dans telle direction. Sa composante dans une certaine direction est en train de varier. En fait, ça ne veut rien dire. Donc, je suis obligé, à la main, de définir ça. Alors, comme je définis pour que ce soit un tenseur, du coup, je peux... c'est-à-dire indépendant des coordonnées. Donc je peux regarder ce que ça vaut sur une base particulière, une base coordonnée, et donc ça me donne les coefficients de la connexion dans la carte en question. Par définition, ça c'est JI, et puis K, D sur DXK, ça me donne un autre vecteur. Hein, voilà. Par définition, c'est ça les gammas. Et une fois que j'ai ça, alors je peux dire, du coup, je peux suivre une courbe et garder le vecteur tel que sa dérivée soit nulle. C'est le plus près de ne pas changer. Ok, d'accord, ok, je comprends la notion. Voilà. Et si on pouvait faire ça et donc emmener un vecteur ailleurs de façon indépendante du chemin suivi, alors on pourrait identifier, on peut dire ce vecteur c'est le même que celui-là. Mais vu que ça dépend du chemin, on ne peut pas. Okay. Sauf si c'est plat, sauf si ça ne dépend pas du chemin. Si ça ne dépend pas du chemin, c'est plat. À ce moment-là, on a une structure affine. Mais dans le cas général, on ne peut pas. Ok. Voilà. J'avais une toute impression, c'est juste sur ça. C'est quand on parle de transport parallèle d'un vecteur, ce qu'on dit, c'est on a du coup, voilà, selon une courbe, c'est ça, gamma point I. Vous l'avez défini. Ouais. Là, j'ai un vecteur et on dit que transporté parallèlement, en fait, ce qu'on dit, c'est que les composantes une à une. Alors, enfin, attention, là, c'est mal écrit. C'est-à-dire, là, vous voulez mettre la vitesse dans la direction de la vitesse gamma. En fait, j'ai pas trop suivi comme vous l'avez défini, je vous avoue. D'accord. J'ai peut-être écrit n'importe quoi. Bah, ça irait si vous faisiez ça, je dirais. Ok. Mais en fait, c'est la dérivée dans la direction du vecteur tangent à la courbe. Ok, d'accord. Et de souvenir, il me semble que quand on dit qu'on veut que la dérive, enfin, quand on a un transport parallèle, ce qu'on dit, c'est que les composantes une à une du vecteur sont nulles, c'est ça? Parce que la dérivée covariante, en fait, ma question qui arrive, c'est du coup, sur un vecteur, je comprends bien avec le champ de vecteur, mais la dérivée covariante, on peut aussi l'appliquer à des fonctions. Et là, je ne comprends pas la dérivée d'une fonction, et j'ai du mal à voir ce que ça veut dire qu'elle est transportée parallèlement. Non.
Non, la dérivée d'une fonction dans une certaine direction, c'est directement le vecteur associé à la fonction, puisqu'un vecteur, c'est une dérivée directionnelle déjà. Ok, c'est Donc, juste ça. donc ça, voilà, dérivée covariante d'une fonction, c'est juste ça. Donc, enfin, ça n'a pas de sens de dire que la fonction est transportée parallèlement à elle-même. La fonction est définie partout. La connexion vous permet effectivement de faire un transport parallèle. C'est vraiment sa fonction. Ça vous permet de définir le taux de variation d'un champ de vecteur dans la direction d'un autre vecteur, en chaque point. Okay, donc ça prend qu'un vecteur en entrée, c'est défini que sur des vecteurs. Non, 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 non. Alors, après ce qu'on a... ce qu'on veut faire, c'est... Donc, dériver les fonctions, c'est déjà le faire. Ouais, c'est juste les vecteurs. Dériver les vecteurs, là, il faut ajouter quelque chose parce qu'on n'a rien pour le faire. Ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, une fois qu'on sait faire ça, on peut dériver tous les tenseurs en exigeant, par exemple, parce que donc vous avez ça, et par ailleurs vous avez des XF, ça c'est juste ça, là vous définissez ça. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi dériver, par exemple, si la fonction, vous l'écrivez comme oméga de Y, où oméga est un champ de covecteur, et Y est un champ de vecteur. D'accord? Une section dans le fibré tangent, une section dans le fibré cotangent. Vous voyez bien que vous avez nabla x de oméga de Y. Ça c'est une fonction, c'est infini de M. D'accord? Donc ça, vous savez l'écrire. Ça c'est x. Enfin, c'est x appliqué à la fonction oméga de Y. Mais par ailleurs, vous pouvez vous dire, est-ce que je peux étendre ma dérivée covariante de façon à ce que ce soit une dérivée qui vérifie la règle de Leibniz, en disant que ça doit être ça appliqué à Y plus oméga appliqué à la dérivée de X. De Y dans la direction X. Vous voyez, vous le dérivez ça comme un produit, parce que ça, c'est oméga appliqué à Y. Donc, si vous voulez, la variation dans la direction X... Je ne sais pas celui-ci. Ouais. Du coup, c'est oméga appliqué à Y. Du coup, c'est pas un fois. Du coup, comment on fait la... Ouais, si, c'est un fois. Ça dépend comment vous le notez. Mais si vous voulez, si vous avez oméga qui vaut oméga A dxa, d'accord? Une certaine forme linéaire que je développe dans cette base-là. Et voilà, Y qui vaut YB D sur DXB. Voilà, ça, c'est par définition, c'est oméga A, YB, DXA appliqué à D sur DXB. Et ça, si c'est la base duale, donc ça fait delta AB. Et donc ça, c'est oméga A, YA, si vous voulez. OK. Et donc c'est un nombre, enfin c'est un nombre en chaque point, donc c'est une fonction. Donc vous savez déjà dériver ce truc-là. Mais maintenant vous pouvez dire, ok, mais en fait c'est juste le produit, c'est ce produit-là quoi. C'est ça fois ça. Enfin c'est pas fois, c'est ça appliqué à ça, mais vous pouvez l'écrire, oui, enfin c'est comme je l'ai écrit là quoi. Oui, enfin, je vois ce que vous voulez dire. C'est pas une vraie règle de Leibniz, au sens où c'est pas un produit. Mais l'idée de la règle de Leibniz, c'est que quand vous faites varier un produit FG, F'G, ça c'est important quand même de voir ça. Quand vous faites varier ça par définition, donc c'est limite quand dx tend vers 0 de Fg de x plus dx moins Fg de x sur dx. Okay. Donc, alors ça par définition, c'est f de x plus dx, g de x plus dx, machin. Alors, voilà, donc g de x plus dx. Et l'idée, c'est simplement de dire, donc, moins f de x, g de x, d'accord? Et l'idée, c'est simplement d'introduire ici moins f de x plus dx
g de x plus f de x plus dx, g de x, d'accord? Divisé par dx, limite. Et là, vous dites, OK, donc j'ai ça, plus ça. Enfin, plus pareil avec le dx, plus ça. Et donc ça, vous voyez que ça fait f de x plus dx, limite de g de machin sur dx, donc ça fait g' de x. Enfin, si vous prenez la limite quand dx tend vers 0, ça fait g' de x. Plus, maintenant vous êtes en g de x, et vous faites la limite, vous mettez g de x en facteur. Là, vous mettez f de x plus dx en facteur, d'accord? Et donc ça vous donne la dérivée. Voilà. Et là, donc vous avez f' de x. Alors, pourquoi je vous fais... C'est évident, donc c'est la dérivée de Leibniz, ça se déduit. Mais ce que vous voyez que l'idée, c'est que quand vous avez deux choses qui varient, au premier ordre, vous avez la dérivée de l'une quand l'autre ne bouge pas, plus la première quand l'autre ne bouge pas. Et là, c'est pareil. Si vous faites varier tout ça, si lui ne variait pas, vous auriez de toute façon la variation de ça. Et si lui ne variait pas, vous aurez quand même la variation de ça. Donc les deux sont présentes. Et elles sont présentes linéairement parce que vous êtes au premier ordre. Okay. Parce qu'une dérivée, par définition, c'est une approximation linéaire. Donc, c'est très naturel d'exiger que si vous avez deux choses qui varient là, eh bien, la variation du truc global, c'est la variation de la première si l'autre n'avait pas changé, plus la variation de la deuxième si la première n'avait pas changé. Il y aurait ici plus un truc qui prend en compte que les deux varient en même temps, mais c'est au deuxième ordre, puisque chacun a une petite variation. C'est le principe de la dérivée. Ok, d'accord. Donc, cette règle de Leibniz, là, elle se démontre parce qu'on a une définition préalable de la dérivée. Là, on n'a pas de définition préalable de la dérivée, mais d'exiger que la dérivée covariante vérifie la règle de Leibniz en ce sens-là, où vous avez la variation de l'un sans l'autre et puis la variation de l'autre sans l'un, c'est complètement naturel parce que c'est ça une dérivée. Donc, on peut étendre... Et alors, ce qu'on a vu, c'est que si on étend donc, ayant introduit, donc au début... On a ça sur les fonctions. On l'introduit sur les vecteurs pour pouvoir définir voilà, un champ de vecteurs, une dérivée pour les vecteurs. Ayant fait ça, ce qu'on a vu, c'est qu'on pouvait l'étendre à n'importe quel tenseur, par exemple aux formes linéaires comme ça, puis à n'importe quel tenseur, sans introduire de structure supplémentaire. Okay. Avec les gamma IJK, on a... ces règles-là, à partir de ça, permettent de définir la dérivée covariante de n'importe quel tenseur, sans rien introduire de plus. Donc on paye le prix pour dériver ça, parce qu'il n'y a rien qui permet de dériver des vecteurs, des champs de vecteurs, mais une fois qu'on a payé le prix, on a tout qui tombe gratuitement. Ok, d'accord. Merci à vous, super. Ok. J'ai du mal un peu à... Ouais. Okay. Mais dérivée covariante, le problème c'est que c'est souvent présenté en disant voilà, je rajoute un terme pour que ce soit un tenseur, et on ne comprend pas l'idée. C'est vraiment important, je pense, de faire toutes ces choses-là. D'aller à la racine. Donc c'est pour ça que je perds un peu de temps, je vois que le cours passe vite et je n'aurai pas le temps de faire tout ce que je voulais, mais je pense que ça vaut le coup quand même. Ouais, je pense que c'est important de voir ces choses-là. Parce qu'après, tout est facile. On a vu, ne serait-ce qu'aujourd'hui, on a défini le transport parallèle, une ligne droite, les géodésiques, et la courbure, ça tombe tout seul, parce qu'on a toutes les notions, en fait. Le point clé, c'est vraiment la dérivée covariante. Et après, on va introduire la métrique, mais ça, la métrique, c'est facile, parce que les gens ont l'habitude. Et on va voir, on va écrire l'équation géodésique par la métrique, c'est-à-dire en faisant en sorte que on va définir la longueur d'une courbe. Étant donné une métrique, on peut définir la longueur d'une courbe. On fait un principe variationnel pour voir l'équation qui donne la courbe de longueur stationnaire. Et on voit qu'elle va avoir exactement la même forme que ça, avec ici des coefficients qui dépendent de la métrique. Et donc on verra qu'on peut décréter qu'une ligne droite est une géodésique ou qu'une géodésique est une ligne droite en choisissant les coefficients ici qui correspondent à l'équation de la géodésique. Et le tour sera joué.
Voilà. Et je pense que c'est plus important de comprendre ce que c'est qu'un vecteur que de résoudre les équations d'Einstein. De toute façon, les équations d'Einstein, on ne sait pas les résoudre. Je veux dire, à part Schwarzschild, à part un trou noir de Kerr aussi, et puis l'univers homogène isotrope de la cosmologie, on ne connaît pas de solution exacte de la relativité générale. Donc, puis surtout, après, c'est rapidement compliqué, c'est pas important. Je veux dire, au niveau d'un... Quelqu'un qui veut faire de la gravitation plus tard, oui, ok, il faut qu'il connaisse un peu des solutions spéciales. Mais pour la culture générale, c'est plus important de comprendre ce que c'est qu'une variété, et pourquoi on ne peut pas définir des vecteurs de façon ordinaire, et comment, malgré tout, on peut définir une ligne droite dans un espace qui est court. Parce que ça, c'est le truc qu'on lit partout. Oui, en fait, la gravitation, c'est les corps vont tout droit dans un espace courbe, donc en fait, ils suivent des lignes courbes. Non, ils ne suivent pas des lignes courbes, ils suivent des lignes droites. C'est la seule façon de définir une ligne droite. Enfin, c'est même pas une façon de la définir, c'est quoi d'autre qu'une ligne droite? C'est quoi d'autre une ligne droite qu'une ligne qui est toujours parallèle à elle-même, c'est-à-dire dont le vecteur tangent ne varie pas le long de la courbe. Ben, c'est exactement ça, nabla V égale 0. Il n'y a pas d'autre définition possible de la ligne droite. Et dans un espace-temps plat, ou dans un espace euclidien plat, c'est quand même ça l'expliquer. Ça reste ça. C'est pour ça que c'était bien qu'il ait posé, votre camarade a posé la question de ça, là, ok, ça donne quoi dans Rn? Comment dans l'espace euclidien, comment on fait? Ben oui, en fait, ça, c'est bien. Si on écrit ça dans l'espace euclidien, on tombe sur la notion de droite habituelle. Mais c'est pas comme si la notion de droite préexiste et puis on cherche une équation compliquée. C'est qu'il n'y a pas d'autre façon de définir une droite que de dire son vecteur tangent est toujours le même. Alors, est toujours le même, en tout cas, la dérivée du vecteur tangent est nulle en chaque point. Il n'y a pas d'autre façon de le définir. Et c'est quand même important de comprendre, de comprendre cette notion, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne droite? Parce qu'on parle notre temps à dire, en physique, un corps libre suit un corps soumis à aucune force à une trajectoire rectiligne uniforme. Ok, ça veut dire quoi, en fait? Ben, ça veut dire ça. Donc c'est quand même bien d'arriver en master à avoir vu ça. C'est important.